Donc bonjour à tous, merci à tous ceux qui vont nous écouter. Je suis en direct avec Regina Martino, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Regina, Bonjour Vincent. merci d'avoir accepté donc mon invitation à participer à cet événement en ligne, qui est un petit peu peut-être hors de ton univers, mais pas forcément. On va le découvrir peut-être dans le cours de notre entrevue. Hein, et tu vas nous partager donc au niveau de cet événement qui s'appelle Apiculture et Conscience, coopérer avec les abeilles, ton regard sur la bioénergie, la lithothérapie et la géobiologie, puisque on verra que dans le cadre de l'humain et des animaux et des végétaux, le rôle énergétique en fait a son importance. Et donc c'est grâce en fait au contact que m'a donné Anna Evans, qui m'a parlé de toi et du travail que tu avais fait avec elle, que ça m'a donné envie de prendre contact avec toi et d'avoir finalement ton regard sur ce que je propose à travers cet événement de la coopération avec les abeilles. Et donc pour démarrer, en quoi participer à cet événement fait-il du sens pour toi, bien que ce ne soit pas ton univers? Pourquoi c'est Euh, important pour toi? c'est pas forcément pas mon univers, hein. Moi, je dois dire, là, je suis en train de, justement, tu m'as attrapé dans le moment où j'étais en train d'écrire un livre sur la lithothérapie pour les animaux. Et donc, c'est mon questionnement de la vibration du vivant, hein. C'est un peu tout ma quête dans l'énergie, avec les pierres, avec les décodages des champs énergétiques. Donc, depuis déjà, ça fait, disons, 18 ans que je m'occupe de tout ça, mais depuis une dizaine d'années, le lien avec les animaux devient très important. Donc, le fait de reconnecter aussi avec les abeilles, qui est encore une particularité supplémentaire du monde animal, je dirais, de la relation avec l'homme. Non, ça me fait grand plaisir. Ça m'a même, je dirais, amené à approfondir cette relation, qui déjà j'avais ouverte, mais non, je suis très content de participer à ce sommet. Je trouve que c'est un peu, même dans le but du livre que je suis en train d'écrire, le fait d'ouvrir à cette relation, donc de pas séparer le monde animal du monde humain. Souvent, je dis, on est quand même des animaux comme les autres. Pas comme les autres peut-être, mais aucun animal n'est pareil non plus. Donc, ça fait vraiment beaucoup de sens pour moi de participer à ce sommet. Et je te Merci, remercie de cette invitation. merci à toi, plaisir partagé. Et pour nos auditeurs, auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais voilà, rapidement te présenter ou résumer succinctement un petit peu ton parcours professionnel et ce qui t'a amené Oui. à te spécialiser dans le domaine qui est le tien? Déjà, mon domaine, comme tu disais, je suis assez connu comme lithothérapeute, ça veut dire lithothérapie, lithos, les pierres, thérapie avec les pierres. Mais c'est vrai que ma particularité à l'intérieur vraiment de ce domaine, c'est vraiment le regard strictement bioénergétique. Et donc vraiment, moi je dirais, si je dois me définir, c'est plutôt une décodeuse des vibrations du vivant. Donc évidemment, le lien avec les animaux, c'est même pas le lien, c'est que c'est vivant. Un animal, même les plantes, je suis pas trop spécialisée en plantes, mais quoique des fois, je peux capter ça aussi. Et donc, pour moi, il y a un grand parallèle avec ça. Et donc, moi, j'ai commencé, dans ma jeunesse, j'ai suivi des cursus artistiques. J'ai fait un lycée artistique, les beaux-arts. J'ai fondé un groupe de théâtre qui m'a amené à la danse, les costumes, les êtres humains. Et c'est en étant danseuse, créatrice de costumes, en observant ma propre énergie et l'énergie des gens sur scène que j'ai commencé à percevoir d'autres champs au-delà de la matière. Et donc ça, c'est dans ma jeunesse, et ça m'a amené à m'interroger sur l'énergie et la spiritualité. Donc, il y a 33 ans, j'ai commencé à pratiquer la méditation, à suivre des maîtres spirituels, et en même temps, j'ai commencé à me former à plein de thérapies différentes, en quête un peu de cette compréhension du lien, un peu qu'est-ce qu'on fait sur cette planète avec quelque chose de plus que notre propre corps physique. Et donc, cette quête m'a amené à plein de choses. Donc, j'ai fait de l'énergétique chinoise, de la chromothérapie, du reiki, fleurs de bac, plein de choses. Et j'ai un peu traversé plein de ces choses-là pendant qu'en même temps, je continuais à danser, à regarder les gens danser et décoder tout ça.
jusqu'au jour où j'ai rencontré Stéphane Cardino, qui était un peu le déclencheur de ma mise en pratique, disons. Toutes les autres formations étaient importantes. Et lui, il est géobiologue et bioénergéticien, un très bon en Suisse, à Lausanne. Et donc, c'est avec sa rencontre où toute mon perception du subtil s'est un peu organisée dans ce regard sur les champs énergétiques. D'accord. Et donc, tu disais que donc c'est la rencontre d'une personne qui a été l'élément déclencheur de ton intérêt pour la lithothérapie, la géobiologie et la bioénergie. C'est un petit peu ça, ou est-ce qu'il y a pas forcément l'intérêt. C'est plus son enseignement, qui est un enseignement très scientifique dans le subtil, qui a permis d'organiser mes connaissances qui étaient déjà là. Hein. L'intérêt, elle était là depuis longtemps. D'accord. Ça fait un peu plus de 30 ans que je m'intéresse à tout ça. Et grâce à ces techniques et ces décodages, j'ai pu moi-même faire un chemin avec les pierres. Ça veut dire que lui ne m'a pas enseigné ça. J'ai appliqué ces décodages énergétiques très pertinents et très structurés à voir comment les fréquences des pierres agissaient sur le vivant. Et donc, sur les humains au début, et après, j'applique ça aux animaux. Et donc, c'est plus, comment dire, beaucoup de personnes ont des perceptions subtiles, mais ça reste un peu flou. Et donc, c'est vu comme une espèce de pseudo-science, un peu flou. Voilà. Alors que, si on les organise dans les compréhensions, on va voir qu'il y a un lien très fort. Hein. Il y a des livres des années 70, déjà précurseurs, le Tao de la physique, par exemple, de Fritjof Capra, qui font le lien entre les visions spirituelles et les avancées de la science. Donc, c'est le moins, il y a une grande... Moi, j'ai une vision assez scientifique dans tout ça, même si les gens voient ça comme un peu bizarre, parce que c'est en organisant les perceptions du subtil qu'on comprend la structure du vibratoire. Donc, de vibratoire de la vie aussi, pas que. Hein. D'accord. Et donc, ce qui t'a amené donc à étudier, en tout cas à approfondir cette perception à travers le champ de la lithothérapie et de la géobiologie. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu plus de... On parlera de la lithothérapie, puisqu'on verra qu'on peut l'appliquer finalement pour soutenir le vivant. Mais la géobiologie, est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu en quoi ça consiste pour les personnes qui ne connaîtraient pas? Ces deux, si tu veux, en tout cas dans l'enseignement de Stéphane Cardino, ils sont très connectés parce que la géobiologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'influence de la Terre autant que présence, minerai et énergie, et l'influence énergétique sur le vivant. Donc c'est pas de la géologie où on va analyser la Terre et les matières autant que vision scientifique et amorphe, disons, mais c'est l'influence sur le vivant. Donc, les anciens, la chose qui est intéressante, c'est une des forces aussi de Stéphane Cardino, de pas dire c'est comme ça, par exemple, on détecte dans la géobiologie donc des réseaux telluriques, on les appelle réseaux telluriques, ça on verra comme ça peut être intéressant pour les abeilles aussi. Et ces réseaux telluriques, c'est des émanations de la Terre. Certains disent que c'est les métaux en fusion dans le centre. Moi, intuitivement, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est des réseaux de conscience, peut-être de notre propre conscience humaine, qui partagent cette énergie sur la planète. Et donc, c'est comme si tu regardes une planisphère du monde, on a des lignes. Ça, c'est des lignes géographiques virtuelles qu'on a pensées pour organiser les espaces de la Terre. Non? Mais quelque part, existent des réseaux que les anciens ont très bien vus, parce que tous les menhirs, dolmens, les anciens sites sacrés du monde, jusqu'à Göbekli Tepe, qui on dirait que c'est il y a 12 000 ans et voire plus, sont tous organisés sur ça. Moi, je sais que j'ai fait aussi des voyages dans le monde et j'ai mesuré ça par curiosité, même des choses pas répertoriées. Au Japon, chaque gradin des monts sacrés est sur des réseaux, donc ça a été tout étudié. Mais c'est pareil, tu vas au Pérou, tu vas au Japon, tu vas à Notre-Dame, et même s'il a brûlé, les réseaux restent, évidemment. Et donc, c'est comme si les anciens connaissaient tout ça. Mais c'est seulement, disons, dans les années 30, Monsieur Perret a dit, ça, il y a des lignes Perret, on verra comme sont importants pour les abeilles. Après, il y a Monsieur Palme, il y a Monsieur Hartmann, qui est le plus connu. Et donc, c'est tout des scientifiques qui se sont intéressés au rayonnement
donc pas physique, des rayonnements vibratoires subtils de la Terre. Et donc ça, c'est, disons, l'aspect plus important de la géobiologie. On s'intéresse aussi à l'effet des failles, mais pas aux failles visibles, aux failles souterraines qui émanent un certain type de fréquences négatives dans ce cas-là, aussi des réseaux d'eau souterraines qui peuvent influencer. Et après, il y a les cheminées cosmotelluriques, il y a plein d'autres phénomènes très complexes. Là, je ne peux pas vous faire directement un cours de géobiologie, c'est assez complexe. Et si c'est seulement que dans la complexité, on peut vraiment voir la fonction. Il y a beaucoup de gens qui prennent des baguettes de sourcier et ils ressentent des choses et disent c'est un réseau. Mais il faut bien savoir ce que c'est. Et donc, c'est vrai que mon encouragement, c'est formez-vous à la géobiologie. Si vous êtes apiculteur, vous allez voir, après je vous explique comme c'est important. Et donc, ça aussi, c'est ces vibrations, quel effet ont sur le vivant. Ça, c'est l'intérêt. Et les pierres aussi, c'est des fréquences, moi je l'appelle des signatures vibratoires des pierres, aussi on influence sur notre champ énergétique. Donc moi, si tu veux, j'ai dédié quelques années vraiment à toutes ces mesures. La géologie était déjà connue et avec Stéphane Cradion, on a beaucoup appris. Et moi, après, j'ai appliqué cette capacité de décoder, de mesurer les champs énergétiques en forme de mesure énergétique et de l'appliquer au vivant. Donc, ce qui nous intéresse autant que vivant, c'est un peu ethnocentrique, un peu anthropocentrique, un peu centrique, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que tout ça a une influence sur le vivant, pas une influence pour eux-mêmes. Donc, c'est une approche scientifique, pas d'analyse extérieure, mais d'impact énergétique sur le vivant. Donc, on est là pour ça, comment collaborer avec les abeilles qui sont vivantes et qui sont là depuis longtemps. Et moi, ce qui me fascine, si tu veux, de cette expérience aussi, du fait que tu m'as demandé de participer à ce sommet, ça m'a amené davantage à m'intéresser en spécifique sur les abeilles. Et donc, j'ai fait un peu de recherche supplémentaire de ce que j'étais déjà en train de faire. Et vraiment, c'est fascinant comment toujours, je parle des anciens, ça veut dire plein de choses, mais si tu regardes, tu vois, tous les églises, les menhirs, les dolmens, tout ce que je viens de citer, les lieux sacrés, les arbres sacrés au Japon, tout est basé sur la conscience de ces réseaux qui n'étaient pas nommés dans l'Antiquité, en tout cas pas de façon écrite. Il y a sûrement eu beaucoup de transmission orale, et je pense que même l'apiculture, qui est quelque chose de très, très ancien aussi, je pense que tout ce qui se sait maintenant, c'est beaucoup de transmission orale. Après, il y a eu tous ceux qui ont étudié, ils ont observé les abeilles pendant des milliers de journées et qui ont décodé tout ce qu'on sait plutôt au niveau scientifique. Mais les apiculteurs existent depuis plus de 2000 ans, en tout cas 2-3 000 ans, voire plus, parce que les Égyptiens aussi déjà faisaient ça. Et donc, moi, je pense que l'intérêt, c'est pas de redevenir ancien dans le sens qu'on est moderne, donc il faut accepter notre propre présence sur Terre à cette époque, mais de ne pas perdre des enseignements qui sûrement étaient orales. Et donc, il y a une transmission. Là, par exemple, si je regarde, parce que moi, je capte l'énergie aussi à distance. Tu me donnes une photo, je vois des choses. Donc, c'est des capacités, pas de dons. Ça, je précise parce que sinon les gens se disent, elle est là un don et nous, on peut rien faire. Tout le monde peut. Ça demande, c'est un peu comme si tu veux faire la marathon de New York, il faut un peu s'entraîner à courir quand même avant, pas dire, tiens, j'y vais demain. Bah, c'est la même chose sur les choses subtiles. Donc, moi, je suis convaincue que la plupart des gens, c'est un peu ce que j'écris dans mon livre, la plupart des gens qui sont vraiment en lien proche avec les animaux, ça c'est un peu ma théorie, ils savent inconsciemment comment se faire connecter par des choses plus subtiles et non verbales avec les animaux. Je pense que c'est beaucoup d'écrivains célèbres ont fait des phrases en disant j'aime les gens qui aiment les animaux et les autres non, ou des choses comme ça, parce que c'est comme si on réouvre à notre partie animale, et notre partie animale, c'est instinctivement ce qui est juste. Tu le vois, les animaux, je ne parle pas des abeilles, mais je parle des animaux en général, même les Romains fondaient leur ville, Rome par exemple, on dit ça, ou d'autres, ils fondaient leur ville, ils faisaient paître du bétail, surtout des moutons, et après, ils voyaient où ils se déplaçaient. Moi, j'ai beaucoup observé aussi les animaux dans la nature, et c'est après, je vois aussi les lignes et je peux les détecter, et tu vois qu'ils évitent toujours les lieux négatifs. Et donc, c'est spontané chez les animaux. Nous, on a un peu oublié ce fil-là. Donc, je pense que peut-être cette crise des abeilles, hein, c'est quand même une crise majeure, je pense, plus encore que pour les autres animaux, mais même voir les animaux sauvages, c'est quelque chose qui devrait éveiller notre propre
attitude à retrouver des sagesses ancestrales, tu vois, et la sagesse des animaux, parce que les animaux savent, tu mets un animal quelque part, je ne parle pas des animaux trop éduqués par nous, le chien que tu lui dirais viens au pied, mais le chien naturel, bah, lui, il sait aller où c'est bien ou pas. Et les chats aussi, les vaches, si tu regardes les vaches dans les prés, bah, ils vont toujours d'un certain endroit. Maintenant, ils lui ont enlevé un peu d'arbres, donc ils vont sous les arbres. Mais si tu regardes l'espace qui est donné de la nature aux animaux, ils font toujours un choix. Donc les Romains bâtissaient leur ville où les moutons allaient, évidemment, sur des grands espaces, ils disaient, bon, plutôt par là, c'est en bonne énergie. Tous les villes romaines, ils sont basés sur les réseaux Hartmann, par exemple. Évidemment, il l'appelait pas Hartmann, parce que Hartmann, il a découvert ça dans les années 50, donc il se connaissait pas. Mais tu vois, donc, moi, je pense que plus j'explore la vibration des choses, disons, la vibration optimale pour le vivant, plus je me rends compte que ça m'amène, il y a quelques années, je disais, ouh là là, je suis vraiment très néolithique. Là, je peux te dire, je suis déjà le mésolithique, je l'ai sauté, je suis paléolithique. C'est mon fil conducteur. Tu regardes, par exemple, les grottes. En France, en plus, c'est une terre sublime, on a trouvé énormément de grottes ornées avec des animaux. Celle avec les abeilles en Espagne, il y en a une, il y a 9000 ans. Mais tous les grottes du paléolithique supérieur, ils portent que des animaux. Il n'y a pas aucune plante, alors que sûrement ils mangeaient quand même beaucoup de plantes, c'était des chasseurs-cueilleurs. Donc, ça nous ramène à la compréhension de ces animaux, qu'est-ce qu'ils peuvent nous amener comme sagesse. Donc, moi, je pense que cette conscience qu'on a besoin de retrouver avant la fin de la planète, sinon elle est un peu trop rapide, c'est ça, c'est que qu'est-ce que les animaux peuvent nous enseigner, pas pour devenir animal, mais pour se reconnecter à cette animalité qui sait ce qui est juste, c'est ce qui vibre juste pour la vie. C'est un peu ça ma quête, si tu veux. D'accord. C'est donc très intéressant. Et donc, j'aimerais revenir un petit peu sur la géobiologie. Donc, tu parlais que la Terre était vivante et qu'au sein de cette Terre, il y avait tout un maillage, en fait, énergétique. Hein, une espèce de maillage qui vibre et qu'il est possible de ressentir, de mesurer de certaines manières. Et quelles sont les principales méthodes que toi, tu utilises en géobiologie, par exemple, pour harmoniser les énergies d'un lieu, puisque tu as évoqué que les animaux, instinctivement, pouvaient choisir des lieux et éviter d'autres lieux. Donc, en quoi c'est important de pouvoir justement être en capacité de ressentir un endroit plus adéquat que d'autres, et quels sont les moyens que tu utilises toi? Mais moi, si tu veux, déjà par exemple, si on revient sur l'apiculture, on est là pour ça. J'ai observé beaucoup, là, surtout dans ces mois, depuis que tu m'as invité, des images d'anciens ruchers, tu vois, des anciens ruchers de pays différents. En Angleterre, en Espagne, en France, celui du Maroc, magnifique, qui est maintenant apparemment c'est en train de s'effondrer, et qui était en plus, c'est le plus ancien connu au monde et le plus grand, pas peut-être le plus ancien, mais le plus grand, et c'était un rucher collectif. Donc ça veut dire que les anciens, entre guillemets, avaient choisi de le faire là, dans cet endroit-là de la montagne, à côté de bois où il y avait beaucoup de flore donc pour les abeilles. Et tous les villages autour allaient mettre leurs ruches dans ce rucher collectif. Pour moi, c'est un grand enseignement, celui-là. Et parce que c'était là où l'énergie est la meilleure. Donc là, on est réduit à quoi? À piéger des frelons asiatiques, lutter contre le varroa, nanani, nanani, nanana, et on ne sait plus voir où c'est bon de mettre les ruches. Moi, je dirais la chose que j'aurais envie d'inviter un peu tout le monde, vu qu'on discute de ça, c'est de se poser cette question. Évidemment, il y a la rentabilité, ce qu'on peut faire dans la modernité, tous les problèmes chimiques, de pollution, de monoculture, toutes les choses qu'on sait qui peuvent être un entrave au bien-être des abeilles. Mais les anciens mettaient les ruchers sur certaines lignes et eux, ils ne connaissaient pas les noms. Parce que, donc, du coup, c'est pas qu'avec la baguette, tu dis je chasse. Et quand tu regardes, la plupart, j'ai passé des heures à chercher des images de vieux ruchers dans le monde. On les trouve sur Internet. Google nous aide beaucoup à voyager, le voyageur immobile. Et en effet, tous sont ou sur des lignes pairées,
qui sont liées au réseau OR, ou positives, après je vous explique positives et négatives, ou sur des rochers, sur des lignes palmes. Certains les appellent aussi couloirs aux abeilles, parce que c'est comme si c'est des murs vibratoires, tu vois, de 40 cm, de 30, ça dépend lesquels. Et donc, et c'est pas des lignes simples, parce que le maillage, comme tu disais, de la planète est comme, tu vois, imagine un caillou qui va dans l'eau, c'est rond, c'est pas carré, mais tu as le plouf est une première vague plus importante et après plein de vaguelettes. C'est comme des ondes de résonance. Le son fonctionne pareil, notre champ énergétique rond des humains et du vivant fonctionne pareil. Ce maillage est plutôt, vu que c'est comme c'est des rectangles, des carrés, tu vois. Mais là aussi, il y a des lignes de niveau 1. Par exemple, admettons le réseau Perret, que c'est celui qui nous intéresse le plus. Réseau OR, c'est lui qui est par exemple à Notre-Dame, si je ne me trompe pas. Il y a dans beaucoup de cathédrales, églises, il y a ce réseau-là, mais c'est pas la simple ligne OR. Déjà, c'est une ligne positive. Il y a chaque réseau, il y a une ligne positive, une ligne négative, une ligne positive, une ligne négative, une ligne positive, une ligne négative. Et au bout d'un moment, il y a une double ligne positive, et puis un nouveau positif, négatif, positif, niveau 1. Et puis il y a un double négatif niveau 1, niveau 2, et après jusqu'à remultiplier, jusqu'à arriver au niveau 3. Et donc, du coup, tous les kilomètres, ça dépend après des réseaux, il y a des lignes de niveau 3, qui sont souvent dans les églises ou les cathédrales, où il y a des lignes de niveau 4 qui sont encore plus puissantes, où il y a des très belles églises, même petites des fois, qui sont basées, parce qu'ils ont trouvé un lieu spécifique où on pouvait bâtir, hein, parce que si ça passe en montagne, ça ne marchera pas. Ces types de lignes. Et apparemment, ce que j'ai constaté dans mes recherches visuelles de détecter les réseaux dans les images, la plupart des ruchers, c'est lui par exemple du Maroc, ils sont très grands, je pense, les niveaux 4 Perret, donc les réseaux OR, positifs évidemment, il y a même un croisement au centre. Et beaucoup sont comme ça, ou sinon c'est des réseaux palmes qui sont en résonance avec le métaux cuivre, parce que ils ont fait des tests et en effet ils sont en résonance avec des métaux. Et donc ça veut dire que les anciens, sans connaître peut-être la géobiologie dans le sens de peut-être quel rythme avaient ces lignes, Stéphane Cardino a fait, si vous voulez vous informer par rapport à ça, même vous former, je dirais, il y a le livre qui s'appelle Géométrie sacrée de Stéphane Cardino, et c'est très intéressant. Lui, il a fait vraiment une étude, il était architecte, donc une étude très poussée de ces structures, mais je suis sûr que les anciens connaissaient même pas peut-être ces structures. C'est qu'au bout des moments, ils avaient un sentiment, un ressenti un peu comme des moutons, des vaches, qui sont captés. Et donc, ils se rendaient compte que ces lieux étaient particuliers. Et sûrement, ils ressentaient les choses. Et beaucoup de maisons, moi, ça m'est arrivé même d'aller en Bretagne, par exemple, hébergé chez des personnes, et des maisons qui étaient 19e siècle, début du 19e siècle, donc on avait déjà fini, les églises étaient déjà plus construites sur ces réseaux, même les maisons étaient sur des réseaux. Les murs, les choses, l'entrée, c'est comme si tous ces enseignements oraux qui ont été transmis par les hommes, par les bâtisseurs, mais même par les simples personnes, parce que peut-être les apiculteurs, c'était pas des grands bâtisseurs de cathédrales, hein, mais toutes ces connaissances de l'homme, le ressenti, le bon ressenti on retrouve beaucoup l'idée de bon sens, tu vois. Et donc, je pense qu'il faut un peu retrouver ça. Moi, selon moi, c'est ce qu'on a un peu perdu. Donc, moi, tout le travail que je fais, c'est pour retrouver un peu le fil de se retrouver soi, d'abord, hein, et de retrouver ces lieux qui vibrent. Et donc, après, bien sûr, on peut... Moi, j'ai mon premier livre, c'est un livre qui s'appelle Shungit, énergie de vie. C'est une pierre très particulière qui résout pas mal tous ces problèmes énergétiques, des lieux, hein, je passe des choses négatives. Et une pierre qui se charge pas négativement, très rare, donc elle amène vraiment l'énergie de vie. Donc là, par exemple, à propos de la Shungit, l'autre jour, je discutais avec une copine qui a des ruches et qui a trouvé des abeilles qui s'étaient installées, voilà, elle a installé une colonie dans une ruche qu'elle avait, et elle m'a demandé qu'est-ce que je pensais, elle m'a envoyé la photo, je lui ai dit, selon moi, ils sont pas encore à l'aise, je vois un problème, après je vous parle des énergies et abeilles, hein, parce que ça c'est intéressant aussi. Un problème de troisième chakra, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore retrouvés, c'est le territoire, le troisième chakra,
Et en même temps, il y avait un problème de lieu peut-être, ou en tout cas de ne pas trouver encore l'énergie juste. Et donc, je lui ai dit, essaye de mettre une plaque de shungite sous la ruche. Et en effet, on a déjà testé, là ça fait 3-4 jours, déjà les abeilles beaucoup mieux, en tout cas dans mon ressenti énergétique. Et parce que quelque part, on fait un travail énergétique, les abeilles sont nombreuses, il faut qu'ils se réorganisent, et souvent, selon moi, c'est une question d'organisation interne énergétique. Nous, en tant qu'individus uniques, notre bien-être, j'aime pas trop ce mot, mais ça s'utilise beaucoup, vient, en tout cas, l'équilibre, la fluidité, l'équilibre énergétique vient d'une espèce de cohérence du tout. Moi, je travaille, par exemple, avec un schéma, je te le montre, et si tu veux, je te le donnerai, tu pourras l'incruster, un schéma avec 11 chakras, tu vois. Je travaille un peu sous ce cadre-là, même pour les animaux. Et les déséquilibres des chakras nous racontent quelque chose du problème de cette personne ou de cet animal. Et donc, on peut aller voir comment déjà tester l'équilibre de ce système, qui est un système énergétique d'une personne. Moi, quand je travaille avec les abeilles, je perçois ça comme si une colonie, c'est une personne. Je le vois ça. Évidemment, je ne fais pas un scan énergétique à chaque abeille. Il y en a un peu beaucoup quand même. Et puis, c'est pas que pour ça. Mais c'est vraiment, et c'est moi, vraiment, ma perception, c'est que le chakra du cœur, c'est la reine. C'est le centre sur lequel s'organise la colonie. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des rôles, ça j'ai pas encore, mais je crois pas, je sais pas qu'il y a des rôles parce que vu que les abeilles évoluent par rapport à l'orage, donc les rôles changent au cours de leur vie. C'est comme si tout s'organise au cours de ce cœur. S'il n'y a pas de reine, ça se désorganise au niveau structure. Et en même temps, ils peuvent avoir des problèmes. Donc, selon moi, l'aide de l'énergie, de la lithothérapie et de la géobiologie peut être quand même, évidemment, c'est du subtil, c'est du vibratoire. Donc, il faut pouvoir s'intéresser à ça. Voilà, c'est ça la proposition. Mais c'est que je peux, par exemple, moi, c'est mon travail de voir même à distance, quelqu'un me dit, voilà, Jean-Louis, comme il va comment? Tant Jean-Louis à toi, je regarde, je dis, sur moi, un peu perturbé en ce moment, je suis un peu coupable d'un truc, il est un peu déstabilisé. Et donc, je teste des pierres à distance et je peux savoir qu'est-ce qu'il est bien pour lui. Je fais des choses bizarres comme ça, mais ça marche bien. Je fais ça depuis des années. Et donc, et après, la personne utilise ses signatures vibratoires. Et c'est pas forcément la pierre. Là, moi, je travaille beaucoup avec les élixirs minéraux. J'ai créé une gamme justement pour travailler plus avec les animaux parce que nous, on peut porter une bague en pendentive, en bracelet ou méditer avec une pierre dans la main. Après, dire à un chien, vas-y, médite un peu avec cette pierre, ça marche moyen. Les chiens ont des colliers, on peut mettre des pendentives. Sous l'abeille, déjà, c'est un peu plus difficile. Donc, tu vois, c'est comment trouver un équilibre. La chose qui est intéressante, tu vois, Vincent, tu te rappelles, j'ai fait un décodage d'une partie de tes ruches, tu vois, de ton ruche, je sais pas tout, parce qu'il y en avait beaucoup. Et la chose qui est intéressante, tous les fois que je regarde des ruches, c'est que même ils sont une à côté de l'autre, il y a très peu de distance, mais quand je capte une colonie, c'est vraiment une autre personnalité que celui d'à côté. C'est ça qui est intéressant. Et je sais que vous, les apiculteurs, vous êtes très conscients de ça. Oui, oui. Et donc, c'est déjà très intéressant, Regina, ce que tu nous racontes. J'aimerais simplement revenir aussi sur, tu disais qu'il y avait la sagesse des anciens, dont on avait besoin de retrouver finalement les connaissances, que d'un autre côté, il y a aussi le vivant qui s'exprime à travers ce maillage. Et tu as parlé de ces deux réseaux avec cette analogie avec le caillou qui tombe dans l'eau avec des fréquences qui sont plus ou moins subtiles à partir de l'épicentre et comment ça impacte le vivant. Donc, tu nous as parlé aussi de tous ces lieux sacrés, les églises, les dolmens, qui étaient vraiment sur des lieux précis. Et donc, pour revenir un petit peu à l'apiculture et aux ruches, par exemple, quel conseil tu donnerais, par exemple, à des apiculteurs qui voudraient prendre en compte la localisation des ruches, sachant que, comme on le sait, par exemple, pour les essaims, il y a des essaims qui suivent des couloirs particuliers, qui s'installent à des endroits particuliers, voire même dans les arbres ou dans des cavités particulières. Donc, c'est très bien décrit dans le livre de Sylla Saint-Pierre, par exemple. On voit comment l'intelligence collective des abeilles est mise en œuvre pour choisir un lieu avec cette démocratie qui s'organise sur le choix du lieu. Et donc, ce que j'aimerais, c'est avoir ton regard sur
d'une manière pratique, comment les apiculteurs, apicultrices pourraient tenir en compte justement de l'observation de l'environnement pour essayer de trouver des moyens de vraiment permettre aux abeilles d'être vraiment dans un lieu adapté. Oui. Comment tu verrais les choses, toi, par rapport C'est de vrai manière que pratique? le livre de Silas Sampierre, j'ai trouvé ça fantastique. Ça m'a beaucoup inspiré. C'est très parlant, et c'est vrai que l'intelligence collective des abeilles a fasciné les hommes depuis quand même très très longtemps, parce que c'est assez incroyable. Et en effet, par exemple, aussi quelque chose qui est intéressant, quand tu dis l'essaimage, tu vois, Stéphane Cardino a fait une étude, j'invite tout le monde à taper sur Google apiculture et géobiologie, et vous trouvez son étude open, ça veut dire vous pouvez le télécharger, c'est une étude de quelques pages, un peu complexe à lire, mais disons très intéressant. Et lui, il a remarqué que, et même j'ai parlé avec d'autres personnes que des abeilles, et qui sont un peu géobiologues, que, par exemple, au moment de l'essaimage, le moment où se forme cette grappe, où il y a tous les inspectrices des lieux qui vont chercher le lieu adapté, souvent, la chose qui est incroyable, c'est que souvent, ce lieu-là, cet arbre qui est choisi, cette grappe qui se forme, est sur un croisement négatif. Et je me suis dit, c'est super intéressant, c'est ce qu'a remarqué Stéphane Cardino. Selon moi j'interprète souvent le vivant, je suis un peu spécialiste d'interpréter aussi les signaux, pas seulement de détecter. Et selon moi, c'est le moment où il y a quand même cette grande pas. Moi, je l'ai vu, hein, par exemple, quand tu disais Anna Evans qui m'avait fait faire un décodage de sa ruche, et je lui avais dit, selon moi, il y a comme un truc, les parasites, les bousiller un peu, il y avait comme en résistance, je suis en résistance, mais j'ai envie d'essaimer. Je sentais ce tiraillement entre restant à lutter contre le parasite et allant quelque part. Et en effet, après, ils ont essaimé quelques jours après. Après, je ne peux pas vous garantir de vous faire des décodages je sais qu'ils vont essaimer. Mais la chose qui est intéressante, c'est que la décision d'une partie de la colonie d'essaimer, c'est comme une décision démocratique, mais puissante. Je veux dire, c'est waouh, on y va. Et après, pourquoi ils vont sur un lieu négatif? Moi, je me suis questionné. Et selon moi, c'est comme si ils ont besoin de retrouver, parce que un lieu négatif est négatif si tu vis tout le temps. Tu vois, même nous, si on a un croisement négatif sur le lit, tu dors pas très bien, parce que tu dois te reposer. Mais quelque chose de négatif est négatif juste comme polarité, est négatif sur le vivant long terme. Mais d'un moment précis, c'est un tout compactant. Donc, c'est comme si la colonie a besoin de compacter toutes ses forces et envoie ses inspectrices des lieux à faire des décodages, de dire, ah, j'ai trouvé, parce qu'après, le problème des abeilles, c'est pas seulement de trouver un bon lieu naturel, je parle de la nature, c'est aussi de trouver un lieu où il y a l'espace pour construire toute leur structure. Hein. Donc, trouver le lieu, et parce que elle décrit trouver un lieu spacieux, tout ça, par exemple, si on prend son explication qui est très belle de trouver un nouveau lieu, mais selon moi, évidemment, il y a les inspectrices, ils disent aussi, waouh, ici, il y a des lignes intéressantes. Donc, ça, je vais sur un lieu négatif pour me motiver, me compacter, ne pas me perdre parce que j'ai pas encore trouvé mon lieu. Et après, voilà, il y a Caroline qui a trouvé un magnifique, c'est une abeille, qui a trouvé, elle nous dit qu'elle est belle, et après il y a Julie qui a dit non mais le mien est mieux, donc au bout des moments se mettre d'accord, c'est ça la démocratie, et Lucie arrive, ah non moi j'ai trouvé un qui est un peu petit mais il est génial, il est sur mon ligne payée, ils vont aller là-bas. Donc si tu vas dans la nature, sûrement tu trouves ça. Notre problème maintenant en France ou quand même en Occident, c'est qu'il y a très peu de vieilles forêts avec des trous, donc on n'a plus vraiment des lieux pour que donc on peut même faire très peu de statistiques parce qu'ils doivent se contenter, les pauvres Caroline, Lucie et les autres copines et les autres sœurs doivent se contenter de c'est un peu une ligne pas trop top mais il y a un beau trou, on peut donc c'est pour ça que désormais selon moi faire un décodage dans la nature, sauf si tu vas dans des pays sauvages où il y a encore des vieilles forêts, il y en a très peu, c'est difficile de pouvoir décoder. Mais nous, autant qu'apiculteur, je ne le suis pas encore, mais encore un peu, vous me convainquez de devenir, j'adore les abeilles, c'est comment optimiser un lieu pour les abeilles. C'est ça la question pour un apiculteur. Après, être géobiologue en 2 minutes, j'y crois un peu moyen. C'est ça le truc, c'est que je ne veux pas vous dire, allez, prenez des baguettes, trouvez, parce que tu ne sais pas ce que tu trouves, donc il faut bien que, si tu as perdu ton truc d'ancien, tu ne trouves pas, voilà. Mais, par exemple, mon idée, ça serait, c'est, allons trouver une belle ligne niveau 3 payerée et mettons les abeilles.
Après, il faut qu'il y a les fleurs à côté, un peu d'eau, et qu'il soit pas à l'ombre, qu'il soit pas trop au soleil, qu'il soit là. Déjà, donc, l'idéal, ce serait ça. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, nous, géobiologues, chez les gens? Je veux dire, je viens chez toi dans ta maison au-delà des abeilles, je vais corriger les problèmes. Donc, tu vois, même l'agriculture moderne fait tous les phytosanitaires et tout ça, va corriger les problèmes et engendrer d'autres. Donc, moi, je dirais qu'il faudrait quand même, bien sûr, apprendre à corriger les choses, parce que si on a des circonstances qui ne permettent pas autre chose. Tu vois, là, par exemple, dans les ruches que j'avais vues chez toi, j'avais vu qu'il y avait une ligne qui traversait négative, et en effet, c'était les 2 ruches, ce que je voyais dans la diagonale, qui vibraient le moins. Donc, sûrement, s'il y a des pertes l'hiver, ça sera plus sur les ruches où il y a des problèmes négatifs. Tu vois ce que je veux dire? Au-delà de tous les autres, parce qu'évidemment, c'est multifactoriel, la problématique des abeilles. C'est pas juste les lignes. Mais là, la question qu'on se pose, c'est comment aider le vivant. Ça, c'est la question de ton sommet, comment collaborer avec les abeilles. Donc, l'idéal, parlons d'idéal, c'est quand même intéressant, ça serait de trouver des lieux parfaits, hein, des lieux presque parfaits, comment dire, où mettre les abeilles, ou corriger, ou dans un lieu limite presque parfait, de corriger quelques problèmes. Alors que la plupart des gens mettent des ruches, ils ont là, il y a un peu d'eau, il y a les arbres, là, voilà, les gens vont pas me voler des ruches, parce qu'il y a plein de problèmes maintenant dans notre temps. Et donc, il faut pouvoir corriger. Donc, moi, ma proposition, c'est formez-vous, je vous fais des propositions. Si vous voulez vraiment aller dans ces choses-là, formez-vous à la géobiologie, selon moi, ou appelez des géobiologues, c'est un peu moins compliqué, des bons géobiologues, parce que la géobiologie, c'est quand même ce maillage positif, négatif, niveau 1, niveau 2, niveau 3, que la plupart des géobiologues cherchent que de Hartmann et te disent c'est bon, c'est pas bon. Il y a beaucoup de gens qui font de la géobiologie pour les abeilles. Je sais pas, j'ai lu des livres aussi, je trouve que c'est un peu fouillis. C'est romantique, mais après, pour moi, il faut être un peu plus calé, si tu veux, et s'inspirer des anciens. Peut-être aussi, faites des pèlerinages pour écouter qu'est-ce que c'est cette fréquence dans des vieux ruchers. Il faut vraiment, selon moi, aller dans votre région et voir s'il y a des lieux qui ont un peu plus de 50, 60 ans, 100 ans. Il y en a encore quelques-uns, les vieux troncs ou des étages où il y a des arcs avec les abeilles. Donc, allez voir ces lieux. Vous inspirez aussi de cette énergie, parce que les abeilles aiment ça. Tu peux pas les convaincre. Non, mais c'est pas positif, mais c'est sympa. Enfin, je pense que on peut pas, nous, on arrive à se convaincre que vivre dans un immeuble de 13 étages en béton armé, c'est super, parce qu'on a une belle vue, mais les abeilles, tu peux pas les convaincre qu'un lieu négatif est positif. C'est ça le vrai problème. Donc, moi, je dirais que les animaux, ils ont intérêt de nous enseigner encore un peu plus. Là, vous apprendrez ça avec Anna Evans, qui aide à communiquer avec les animaux, parce que je pense qu'en s'inspirant de leurs besoins, on va évoluer. Je pense que ton sommet est fait un peu pour ça. Comment nous, on protège aussi les abeilles et la vie, mais comment aussi on peut apprendre à protéger notre propre système social, parce que si, t'imagines, si on était si démocratique que les abeilles, on aurait beaucoup moins de problèmes dans le monde. On peut s'inspirer aussi philosophiquement, il y a souvent des gens qui ont déjà écrit beaucoup là-dessus. Et donc, vous voyez, dans la vision énergétique, c'est des lieux propices, donc faites venir un géologue pas pour corriger, on peut au début corriger, mais vu qu'il y a plein de gens qui déplacent les ruches, la chose qui est beau d'une ruche, c'est que tu peux la déplacer. C'est pas comme tu as construit un immeuble, tu peux pas le déplacer. Et donc, travailler avec des géobiologues compétents, peut-être qui viennent de l'école de Stéphane Cardinaux, qui est vraiment une école très complexe, hein, on apprend vraiment une géobiologie complexe, et après, travailler aussi sur la qualité, pas que du lieu, aussi de la relation interne de la ruche. Donc ça vient un peu ma vision de collaborer avec les abeilles de chaque ruche, parce que chaque ruche, c'est pas une machine, tu vois, comme les vaches, c'est pas une machine. J'ai mis 20 vaches, ben ils vivent différemment, même si c'est la même race. Et donc les abeilles, c'est une personnalité énergétique, donc c'est lié au lieu. Si tu as un rucher, ils vont tous butiner un peu dans les mêmes endroits, ils boivent la même eau. Donc, pourquoi une ruche va mourir en hiver ou il va s'affaiblir et l'autre prospère? Après, peut-être il n'y a pas une différence énorme. Donc, aussi se poser cette question. Donc, faire un soin
au truc. Là, ce que je t'avais proposé, Vincent, c'était de mettre les fréquences des élixirs minéraux, donc les fréquences des pierres, donc pas mettre des pendentifs aux abeilles, mais de mettre dans le nourrissement quelques gouttes d'élixir pour réinformer des choses comme des fréquences manquantes dans cette colonie. Et chaque colonie a un peu ça. Après, je dirais un autre aspect, là je vais un peu jusqu'au bout, comme ça je vous fais peur, vous dites, mon Dieu, mais on fait comment? C'est aussi que on ne peut pas imaginer que nous, en tant qu'apiculteurs, admettons, je suis apicultrice, j'ai plutôt des chats et des chiens, et j'ai vécu avec des serpents, avec plein d'autres types d'animaux. Comment je peux imaginer que moi, je suis le maître de cet animal, l'apiculture qui possède une ruche, pardon, une colonie, et mon champ énergétique n'a pas d'influence. Ton champ, cher apiculteur qui m'écoute, ton champ énergétique, tes états d'âme, tes stress, peut-être liés aussi aux problèmes avec les abeilles, vont influer avec la colonie. Parce que c'est pas parce qu'il t'appartient, c'est toi. Je développe un peu un concept dans mon livre que j'appelle le champ d'appartenance. Tu es un apiculteur, il y a un champ d'appartenance que c'est toi, tes abeilles, le chien, ta femme, ton cousin qui vient aussi t'aider. Et donc c'est comme un champ où tout ce vivant s'appartient dans un champ de conscience. Et donc, si on va jusqu'au bout du raisonnement, en tout cas le mien, c'est est-ce que si je travaille sur moi, ça veut dire que si je vais aligner mes propres énergies, je suis sûr que je peux aider mieux. Je pense que peut-être tu connais énormément d'apiculteurs, Vincent. Sûrement, tu as remarqué que des gens qui vivaient peut-être une année où il y avait beaucoup de stress, qui ne venaient pas forcément des abeilles, avaient plus de difficultés avec les abeilles. Je pense que si tu écoutes dans ton parcours, parce que tu as accompagné beaucoup de personnes, au-delà du type d'apiculture qui est pratiqué, je dirais que vraiment, notre propre champ influe totalement sur mon rucher, ou mes ruchers. Parce que c'est un champ global. Et les abeilles, et surtout que les abeilles sont tellement sociales, et nous aussi les humains, on est des mammifères, on est très social, donc le concept de champ d'appartenance, de champ morphogénétique, si on veut suivre d'autres types de visions scientifiques, c'est très important. Donc il ne faut pas aussi, dans le sens que si nous on va mal, nos ruches ne peuvent pas aller bien. Oui, donc, je te rejoins dans cette approche parce que j'ai interviewé justement différentes personnes et certaines d'entre elles ont vraiment changé leur rapport à l'abeille. Et par exemple, avant d'aller voir des ruches ou d'aller sur le rucher, il y a toute une approche d'introspection, d'écoute à l'intérieur, de ce qui se passe, d'observation, de mettre ses sens en alerte, d'apaiser le mental. Et toute cette approche-là permet au final d'aller à la rencontre des abeilles sans aucune protection, sans peur de la piqûre. Et les abeilles réagissent d'une manière beaucoup plus calme de cette manière-là, jusqu'à, pour certains, récolter le miel sans aucune protection, ouvrir la ruche sans protection, et quel que soit le type d'abeille, puisque j'avais l'expérience d'une personne qui est allée au Brésil avec l'abeille africanisée, qui est très agressive naturellement, et les autochtones étaient vraiment surpris de voir qu'avec cette personne-là, les abeilles n'étaient pas du tout agressives. Donc ça rejoint vraiment ce que tu parles de ce champ morphogénétique ou ce champ d'appartenance, comme tu dis, où finalement ça parle aussi de l'unité, c'est-à-dire qu'on n'est pas séparés les uns des autres et que notre propre état d'âme influence aussi notre environnement et que l'invitation que tu proposes, c'est au-delà d'apprendre ou de trouver quelqu'un en géobiologie pour essayer d'identifier le lieu. La première approche qui peut être intéressante, c'est vraiment avec soi-même déjà de rentrer dans quelque chose qui est de comment être en harmonie, comment être à l'écoute, comment être dans ce lien. Et on le verra avec une personne qui est très intéressante que je vais interviewer, qui s'appelle Véronique Servet, qui est en Belgique, qui travaille sur l'anthropologie de la communication, qui étudie ce qui se joue dans le lien entre le vivant et soi-même, et comment, quand on est touché par le vivant, il y a des éléments transformateurs qui s'opèrent en nous et qui induisent des comportements différents. Et donc, ça parle de ça, de ce champ d'appartenance, de comment on peut, par notre propre manière d'être, influencer le vivant. Absolument. Pour moi, c'est très, très important. Donc, tu as le livre que je suis en train un peu de finir, qui va sortir en février, qui s'appelle Lithothérapie animale, tout simplement. C'est vraiment une invitation à se questionner sur ça.
L'effet miroir, par exemple, si beaucoup de personnes ont un animal privilégié ou ils vivent seuls avec un animal et tu vois, mais énormément cet effet miroir. Souvent, je dis, mais avec les enfants, c'est pareil. Ton enfant t'imite, ton chien aussi, ou toi-même, t'es influencé. Donc, si on n'est pas conscient de ça, on rate des enseignements et il y a beaucoup plus de souffrance. Parce que dès qu'on met en route un effet miroir négatif, on se dit, je sais pas pourquoi il va pas bien, et donc tu commences avec la chimie, les choses, voilà. Et alors que cet animal est en train de te parler de tes problèmes. Donc, tu vois, et moi je le vois énergétiquement, hein, je le vois parce que je capte, tu vois, je regarde quelqu'un et s'il me donne la permission, je regarde toutes ses fréquences et qu'est-ce qui fonctionne ou pas, tu vois. Et donc, je travaille sur ça et c'est vrai que j'ai énormément de résultats magnifiques en donnant les mêmes élixirs, pas toutes, mais certains, les mêmes au chat et la gardienne du chat, et des choses comme ça. Donc, je pense qu'avec les abeilles, ça peut être aussi fait, de prendre en compte un rucher comme un lieu. Donc, c'est comme une espèce de complémentarité. Le lieu est important, mais pour nous aussi, est-ce que déjà, moi, pourquoi j'ai trouvé un lieu pourri pour mes abeilles, qu'ils vont pas bien? Ben, va voir chez toi, c'est comment ta maison? Est-ce que tu es bien dans ta maison? Je pense qu'il y a un grand miroir par rapport à ça. Parce que quelque part, évidemment, tu n'as pas les ruches sous ton balcon, ils sont quand même ailleurs, un peu plus dans la nature, mais si tu vas regarder, je suis sûr que si tu fais venir un géobiologue et tu lui fais faire le décodage de ton rucher, le décodage de ta maison, il y a énormément de parallèles. Moi, tu vois, tout mon travail que je fais depuis 18 ans, si tu veux, sur le vivant, les lieux et les gens, j'ai toujours remarqué que je vais faire une expertise dans une maison, là je ne le fais plus en ce moment, mais et après, ben, je vois que les problèmes de la maison, même s'il y a des entités, des fantômes, mais ils sont en train de parler, même si c'est pas la maison de famille, ils sont en train de parler des problèmes de la personne. Ça veut dire qu'on ne choisit jamais par hasard. Donc, c'est sûr que si on veut faire un peu maniaque, on dit, et voilà, maintenant je mets un rucher sur une ligne pérenne niveau 3, mais après tu auras peut-être d'autres problèmes. Si tu n'as pas résolu tes problèmes, peut-être la ligne est parfaite, faite, mais bah, peut-être il y a un épandage terrifiant à côté et ça te tue tes abeilles. Donc, c'est l'harmonie qu'on veut voir dans le monde, il faut la recréer en soi. C'est un peu banal à dire, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, de faire un travail d'équilibrage, un miroir, c'est fantastique. Et de prendre chaque ruche comme un individu qui peut être accompagné psycho-énergétiquement avec des fréquences. Moi, je travaille avec les fréquences des pierres et ça marche très bien. Et donc, c'est vraiment comme une vision globale. Déjà, je pense que, comme tu disais, j'ai vu des vidéos de personnes justement parce que je me suis un peu informée encore plus depuis que tu m'as lancé cette invitation, des gens qui en effet sont là avec leur rucher, qui parlent très calme, qui ouvrent les ruches, et tu te dis, mais ils n'ont aucune protection. Après, tu vois les gens qui arrivent, des cosmonautes, qui disent, attention, et après, tu peux tout faire. C'est pas une critique. Je dis juste que, pourquoi l'autre, il fait tralala? Déjà, tu vois, je regarde son énergie, et c'est quelqu'un de très équilibré, avec un cœur ouvert, aligné dans son axe. Et donc, je pense que faire un travail aussi pour soi, apiculteur, apicultrice, ça va nous amener à un équilibre. Et voir comment cet équilibre qu'on peut trouver réjaillit sur la relation aux ruches, c'est incroyable. Et je le vois avec tous les animaux, surtout les chevaux, en plus les gens qui montent les chevaux, donc il y a un lien connecté, il y a énormément, les choses qu'on est en train de dire, tu les retrouves dans l'équitation naturelle, dans les trouves éthologiques, tu retrouves le même type de conscience qui est en train de s'éveiller, hein, ça c'est très intéressant, un peu partout. Parce que peut-être cette souffrance animale qui est énorme, on essaie il nous amène aussi notre propre souffrance, il y a beaucoup de souffrance. À notre époque, tu vois qu'il y a une souffrance l'autre jour, j'écris un newsletter mensuel sur un peu l'état du monde, un peu proche, n'exagérons pas, et quelles pierres peuvent aider à traverser ce qu'on traverse. Et j'écrivais une il y a deux mois, en septembre, où je dis, c'est comme si on est dans une forme de dépression collective. Je peux pas dire je suis déprimé, mais je vis la dépression du monde et on n'a plus d'espoir. Les jeunes, ils se disent, les jeunes, très jeunes se bougent. Mais donc, c'est quoi la solution? C'est de retourner elle n'est pas là, la solution. Là, on essaie non, la solution est de reconnecter tout. Et donc, le vivant, les animaux, les abeilles, ils peuvent nous reconnecter vraiment à cette conscience de
de vivre, tu vois, qu'est-ce que c'est de la vie. Et donc, si nous, on incarne la vie, bah, ce qui vit avec nous va bien. Moi, je me rends compte, tu vois, je vis avec des animaux depuis des années, j'ai arrêté de les vacciner depuis 40 000 ans, et ils vont tous bien. Moi, le vétérinaire, bah, je ne le vois jamais, parce que j'essaie d'aller bien moi. J'ai fait la même chose avec mes filles d'abord, après, je les ai remplacées avec des animaux. Et là, et c'est ce que j'accompagne à faire. J'accompagne beaucoup à cette conscience que l'autre, c'est pas un truc que tu dis, ah, mon enfant va pas bien, c'est quoi ce truc? Va voir qui tu es. Va voir, toi, tu vas vraiment pas bien. Moi, par exemple, quand je faisais des séances au cabinet, j'en fais plus parce que je fais trop d'autres choses, les gens voulaient venir, ah, je voudrais vous amener, mon enfant va pas bien. Je dis, bah, venez-vous. Et donc, les gens venaient, je leur disais où ça allait chez eux, ils pleuraient, c'est vrai, je vais pas bien. Bah oui, bah, ton enfant est en train d'exprimer ta souffrance. Françoise Dolto, elle disait, les enfants sont les symptômes des parents. Donc, les animaux, pareil. Donc, allons voir tout cet désarroi dans le monde des abeilles, d'où ça vient. Ça vient un peu de notre monde. Et je ne parle pas de chaque personne aussi, mais même de notre connexion à l'agriculture, au monde, à qu'est-ce qu'on veut du monde, le profit et tout ça. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. On ne peut pas faire du profit de notre propre vie. Ouais. Et donc, Régina, on s'oriente petit à petit vers la fin de notre entretien. Et bon, c'est des sujets très passionnants qu'on aura peut-être l'occasion de revoir ensemble si on organise un live au moment de l'événement. Notamment, on pourrait faire quelque chose avec d'autres personnes qui ont la même sensibilité énergétique, peut-être avec Madame Evans, peut-être, ou d'autres personnes. Ça serait très intéressant. Et donc, tu parlais que voilà, pour les apiculteurs et apicultrices qui voudraient vraiment tenir compte de ces aspects-là, il y a possibilité de faire venir un géobiologue, de changer son attitude intérieure pour être à l'écoute vraiment de ce qui se passe. Et tu nous parlais, au-delà des signatures qu'on peut apporter pour rééquilibrer un organisme qui s'appelle, un individu qui s'appelle colonie d'abeilles qui est différente de l'autre, on peut apporter des signatures sous forme d'élixir minéraux. Et tu as évoqué aussi la Chungit, qui était aussi peut-être un élément qui pouvait peut-être plus facilement être accessible à tout le monde pour pouvoir réharmoniser en fait un lieu ou une colonie qui serait en déséquilibre. Est-ce que tu peux me confirmer que au lieu d'aller dans le détail précis de la signature minérale, on peut utiliser une forme de générique qu'on appellerait peut-être la Chungit, qui pourrait être utilisée. Est-ce que tu peux me confirmer ça? Oui, absolument. Dans le sens que la Chungit c'est vraiment une énergie de vie et d'ancrage. Ça veut dire, je me remets à l'ancrage à la vie, à quelque chose de positif. Donc, déjà, si on est en présence à des lieux négatifs au niveau vibratoire, pour des raisons X et Y, sans les décoder, on met de la Chungit, par exemple des plaques sous le rocher, par exemple, ou par-dessus. Après, il faudrait voir selon les conditions d'espace de chaque ruche. Et c'est vrai que la Chungit, ça va pas régler peut-être les problèmes émotionnels et tout ça, mais déjà, ça va redonner une forme de stabilité à la vibration du vivant. Ça veut dire redonner une vitalité. Donc ça, c'est quand même déjà une base. Ça va redonner de la force parce qu'on voit que tous les attaques, par exemple, si on décode les attaques des parasites plutôt que des frelons asiatiques sur notre histoire, mais c'est toujours, si la colonie est forte, elle arrive à s'en sortir. Non, c'est toujours ça. Et si la colonie est déjà affaiblie, c'est là que ça les apporte. Donc, c'est vrai que le but, c'est d'être fort. Après, c'est pas la seule qualité qu'on peut apporter, évidemment, mais je pense que, comme toute de généralité, après moi je suis pas un fan des généralités, j'avoue, parce que c'est comme si on dit, et voilà, tout le monde a Chungit et tout va bien et on fait faire autre chose. C'est un pas, c'est un premier pas, peut-être pour se rendre compte qu'on va mettre une pierre et on se dit, waouh, quand même, c'est vrai qu'il y a un changement. Donc, c'est peut-être un premier pas pour écouter que quelque chose, que c'est pas chimique et tout ça, et que ça touche même pas les abeilles, ça porte un changement. Donc, c'est un tout vibratoire. La Chungit, c'est une pierre qui est née il y a 2 milliards d'années par la fusion d'un lac très grand, qui il y a 2 milliards d'années, c'est il y a très très longtemps, avec les premiers micro-organismes qui se sont compactés. C'est une pierre organique quelque part, il y a beaucoup de carbone, et ils ont formé des sphérules qu'on appelle les fullérenes. C'est des molécules très spéciales et donc qui font que
c'est très sincère, en même temps, ça vibre beaucoup, cette pierre. Et donc, ça réaligne la vie, ça nous remet vraiment. Et donc, c'est vrai que c'est un premier pas, peut-être, pour faire l'expérience du subtil. Tu vois, pour des gens qui se disent, ouais, ça marche, le subtil, c'est étrange. Peut-être, c'est vrai que ça peut être un premier pas. Et si on se dit, peut-être, c'est le lieu et des trucs comme ça. À la limite, de faire la différence. Faites des tests aussi. Moi, j'aime bien les tests. Tu prends 2 plaques de shungite et tu les mets à 2 ruches différentes. 2 ruches, tu mets rien à côté et après tu vois s'il y a une différence. Parce que quelque part, moi, j'aime pas convaincre les gens. Je suis quelqu'un qui aime amener à l'expérience. Tous mes stages, mes formations, je fais pas mal de formations et là, avec Anna Evans, on va faire une formation justement entre la communication animale et les fréquences des pierres en 2024. Et donc, pour amener les gens à conscientiser ça, à être capable d'utiliser ces outils, parce que la chose qui est intéressante, c'est pas de dire appelez-moi, je viens, je peux le faire, mais la chose qui m'intéresse, c'est de autonomiser les gens. Moi, mes formations, c'est toujours ça. Aller faire l'expérience de cette vibration. Après, tu changes ta vie. Je sais que toi aussi, tu es très conscient de plein de choses, et c'est ça le vrai changement, c'est d'avoir peut-être une étape qui te met en conscience de ça pour pouvoir. Je ne veux pas vous convaincre, faites l'expérience. Donc, c'est vrai que la shungite peut être une belle étape de base, tu vois. Oui, merci de préciser en effet que c'est qu'un pas du processus, c'est pas un pas d'autonomie complète, c'est vraiment un pas du processus. Oui. Et qu'on peut pas faire de généralité, bien sûr. Non. C'est comme si on prenait un médicament valable pour tout le monde. C'est pas, c'est pas la c'est solution. le rêve. Oui, c'est le rêve de l'industrie, mais le vivant n'est pas comme ça. Voilà. Et donc, pour terminer, peut-être notre entretien, c'est quels sont tes projets, notamment dans le domaine de l'apiculture et des abeilles? Je sais pas encore, dans le sens que c'est un peu frais tout ça, mais déjà, plus je fais des recherches, plus je me dis, je vais peut-être écrire, là, je suis en train d'écrire ce livre général sur les animaux, où j'ai fait un chapitre, justement, aussi sur les ondes électromagnétiques. Ah, il y a aussi les ondes électromagnétiques. La shungite protège aussi, donc, des ondes électromagnétiques. Donc, ça peut être intéressant si des ruchers sont un peu exposés aux ondes, par des choses comme ça. Et donc, j'ai peut-être l'intention d'écrire peut-être un livre petit, sur l'apiculture, mais je veux quand même d'abord faire beaucoup d'expériences. Voilà, je suis un peu en train de peut-être mon expérience, c'est s'il y a, par exemple, des personnes qui écoutent tout ça et ils se disent, waouh, l'aventure me tente. Moi, j'aimerais bien faire des expériences tests, dans le sens, comme je suis en train de faire avec toi, d'avancer dans ça. S'il y a d'autres personnes qui veulent bien, pas que je leur résolve les problèmes, mais qui sont ouverts à tester des choses pour faire avancer, parce que c'est encore nouveau pour moi, pour l'abeille précis. Et donc, s'ils ont envie de tester, de faire justement des tests sur leur colonie pour pouvoir peut-être trouver des protocoles un peu plus précis. Et même si le cas par cas, c'est la seule vérité, mais disons, je peux inviter, s'il y a vraiment des personnes intéressées, à me contacter pour faire avancer ça. Et on va continuer sûrement avec toi, Vincent, je crois, que c'est la porte ouverte pour l'expérience, pour comment aider les abeilles. Très bien. Et dans tous les cas, de toute façon, je mettrai les références de ton site et de tes coordonnées pour que les personnes qui sont intéressées en écoutant cette vidéo puissent te contacter directement et continuer leur aventure avec toi si, comme tu le dis, ils sont sensibles à cette approche. Et je voudrais te laisser le mot de la fin ou peut-être un point important que j'aurais pas exprimé pendant cette entrevue. Qu'est-ce que tu as envie de partager? Et je te laisse le mot de la fin avant de. Voilà, le mot de la fin, ça serait sans faire mais vraiment de retrouver cette communion, comme tu disais, on est un, on est tous reliés, nous les humains, tous les vivants. Et donc là, je pense que vraiment les prochaines années sont un peu une clé pour notre évolution ou pas, notre involution. Et donc, je pense que déjà le fait que tu as organisé ce sommet, ça me semble magnifique parce qu'il faudrait le faire avec tout le monde à minimal, de vraiment se reconnecter à qu'est-ce que c'est cette centrage par rapport au lien. Tu vois, moi, je dirais que c'est vraiment peut-être la clé de tout. C'est le lien. On est tous un, et c'est qu'est dans cette unité qu'on peut trouver des solutions. Pas dans la séparation, dans l'analyse et dans la comment dire, aussi la domination, parce que dans le monde des animaux, dans le monde de l'élevage, il y a beaucoup d'idées de domination d'une espèce à l'autre, et il faut sortir de ça pour retrouver quelque chose de plus fluide, uni, et puis même, je pense même pour progresser comme humain, en tout cas, retrouver des choses et progresser spirituellement, comme humain.
Très bien, bah, je te remercie Regina et je te dis à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi, Vincent.